Le café est chaud, le jus d'orange est prêt et vous avez 26 minutes devant vous. Eh bien, ça tombe bien, nous, on a 26 minutes d'informations pratiques et d'actu 100% Vendée à vous proposer sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Aujourd'hui, c'est lundi, youpi. Nous sommes le vrai 2 décembre. Alors, le 2 décembre, le vrai youpi, il est là. C'est la dernière ligne droite avant le début des fêtes de fin d'année. On a Antoine qui est en régie et avec qui nous allons donc passer ce petit bout de matinale ensemble. Côté actu, eh bien, je vous propose de revenir sur le Téléthon ce matin. Au niveau national, les quasi 80 millions récoltés permettent de faire presque aussi bien que l'an dernier au même moment. En Vendée, les dons sont un peu en recul, mais la mobilisation a bien été au rendez-vous. Elle a même donné lieu parfois à de drôles de défis, comme cette compétition, vous verrez, entre Bois-de-Séné et Saint-Christophe-du-Ligneron. À quelques jours de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame à Paris, sommes-nous prêts, nous, en Vendée, à sauver nos œuvres d'art en cas d'incendie? C'était tout l'objet de cet exercice grandeur nature organisé à Luçon il y a quelques jours. Nous étions sur place. Et puis retenez bien ces deux noms, à savoir Philippe Gilbert et Paul de Rugy. Ce sont les deux lauréats 2024 de la Société des écrivains de Vendée, deux lauréats vendéens qui partagent récits de voyage et d'amour. Nous les entendrons en fin de journal. Du côté des informations pratiques de ce 2 décembre, je vous propose un petit point météo pour commencer la semaine et pour commencer la journée avec une tendance mitigée. Nous avons une fin de nuit plutôt arrosée. Je ne sais pas si vous l'avez entendu à travers les volets, ce qui annonce un temps variable toute la matinée. De belles éclaircies qui sont prévues, mais qui vont encore devoir laisser place parfois à quelques averses. Le temps, lui, est plutôt doux, des températures au-dessus de 10 degrés pour tout le monde en Vendée. Cet après-midi, eh bien, le risque d'averse s'éloigne. Il ne disparaît pas complètement, attention, mais il s'éloigne plutôt vers les Deux-Sèvres et vers le Maine-et-Loire. Le ciel restera couvert. On devrait en revanche continuer d'apercevoir le soleil. Un petit peu de vent sur la côte aussi, avec des rafales qui atteindront parfois les 50 km/h et des températures de 11 à 13 degrés. Voilà pour les tendances météo de ce lundi. Du côté des marées, la basse mer, elle est en fin de matinée à 11h07. Quant à la prochaine pleine mer, eh bien, elle est à 17h07. Sachez que nous sommes à 77 de coefficient aussi bien ce matin que cet après-midi, ce qui veut dire que nous commencerons à partir de demain à voir les coefficients augmenter et grossir un peu. Du côté des marchés, si vous avez envie d'aller à la rencontre de nos commerçants de plein air, j'ai 3 adresses à vous fournir. 2 dans le sud Vendée, à savoir Benay, place du Champ de Foire, c'est jusqu'à 13h. Et Jars-sur-Mer, si vous êtes plutôt sur le littoral, eh bien direction place des Ormeaux à Jars, jusqu'à 13h également. Enfin, si vous êtes plutôt dans le bocage, eh bien vous pouvez aller du côté d'Esnay, c'est jour de foire, place de l'église, jusqu'à 13h là aussi. Et puis demain, mais on en parlera dans le journal dans quelques instants, nous reviendrons sur Chaland qui aura de toutes nouvelles halles à vous proposer. Du côté des travaux sur la route dans la semaine, sachez que c'est la dernière ligne droite sur le pont du Brau, dernière semaine de circulation alternée entre la Vendée et la Charente-Maritime. La circulation devrait être bien plus fluide à partir de la semaine prochaine. Nous avons aussi des risques de ralentissement sur la 2x2 voies au niveau des flâneries, ça c'est au nord de La Roche-sur-Yon, vous connaissez sans doute, dans le sens La Roche-Nantes, puisque des câbles télécoms sont tirés et qu'ils nécessitent la neutralisation d'une voie. Et puis le marché de Noël à Tifauge a ouvert ce week-end, ce qui modifie temporairement la circulation dans le centre-bourg. Attendez-vous à quelques déviations pour contourner les abords du château. Du côté de l'éphéméride, bonne fête aux Viviane et bonne fête aux Silver. Temps clair à la Sainte Viviane, ça c'est le dicton, vous l'aurez compris. Temps clair à la Sainte Viviane, temps clair pendant 40 jours et une semaine. Et puis le calendrier de l'Avent, donc, vous l'avez peut-être entamé hier, eh bien sachez qu'il viendrait d'Allemagne et qu'il daterait du 19e siècle. Pas dans la version que nous connaissons aujourd'hui, évidemment, puisque c'était plutôt des images pieuses que nous remettions chaque jour aux enfants sages. Le calendrier laïque, lui, est apparu dans les années 1920. Quant au calendrier avec le chocolat, est-ce qu'il faut dire que c'est celui qui nous intéresse le plus? Bon, je glisse ça comme ça, il date de 1958. Voilà, on passe au journal.
320 322 €, c'est le montant des promesses de dons vendéennes pour le Téléthon. C'est un peu moins que l'an passé, mais le 36-37 reste ouvert jusqu'à vendredi. Et la mobilisation sur le terrain, elle, n'a pas faibli. Près de 230 de nos communes ont recensé des animations, 230 sur les 261 communes que compte la Vendée. Parmi elles, cette compétition inattendue entre deux clochers du Nord Vendée autour d'un défi de charcutier. Mathis Pires. Attention à vous. 413 mètres de long. Voici la plus grande saucisse de Vendée. Un challenge insolite au profit du Téléthon lancé par le maire de la commune. Ouais, je pense que le record de Vendée est battu. On a cherché un fil conducteur pour lancer le Téléthon 2024 et en faisant quelques recherches sur Internet, on est tombé sur le record de la saucisse à Saint-Christophe. Donc on s'est dit pourquoi pas un petit challenge à lancer sur la commune de Bois-de-Séné et on s'est lancé le défi. Pour arriver à un tel résultat, ces bénévoles sont en cuisine depuis 2 jours. D'abord hachée, puis assaisonnée, la viande est ensuite délicatement insérée dans ces boyaux. Là, mon collègue, il pousse la viande avec le poussoir. Et on essaye de remplir le boyau au maximum sans essayer de le casser, bien évidemment. Une fois terminé, chaque mètre est mesuré. C'est bon? Allez, je la remets dans la poche. Puis déposé sur les autres. Toute cette viande est par la suite vendue au bénéfice de la recherche contre les maladies rares. Ça ne va pas se perdre, il y en a de vendus. On les a vendus à 10 € le mètre pour pouvoir apporter au Téléthon un petit peu de bénéfice et un petit peu d'argent. Chez les tenants du titre, saucisse. cette année, leur saucisse mesure 250 mètres, soit 100 mètres de plus que l'an passé. Mais bien loin du nouveau record vendéen. Je sais qu'ils avaient un avantage de chair que nous, donc ça se concrétise, quoi. C'est pas un problème qu'on ait perdu le titre. Ils ont copié sur nous, Bois-de-Séné. L'année prochaine, on la refait, mais encore plus longue qu'eux. Tous les bénéfices rapportés par la vente de saucisses est reversés directement au Téléthon. Pour les 2 communes, plus de 5 500 € ont été récoltés grâce aux saucisses. Et au niveau national, c'est un peu plus de 79 800 000 € qui ont été récoltés, quasiment autant que l'an dernier à la clôture du marathon télé. Puisque nous sommes dans le Nord-Vendée, quelques mots de Chaland. C'est ce soir que sont inaugurées les nouvelles halles de la ville. Ouverture demain matin aux premiers clients. À la fin d'un chantier d'un peu plus d'1 an pour un tout nouveau bâtiment. Une ouverture élargie, passant de 3 marchés hebdomadaires à 5. Il sera désormais possible aussi de manger sur place. Émission spéciale ce soir sur TV Vendée pour découvrir les nouveaux lieux. Rendez-vous à partir de 18h05. Faut-il répondre aux attentes sociétales en matière de décarbonation, d'innovation ou encore de ressources humaines? Le cas échéant, quand on est une PME, voire une TPE, comment le faire? Les transitions, c'était le thème retenu cette année par la REF-MEDEF, la rencontre des entrepreneurs de France. Un rendez-vous organisé cette année conjointement avec la CCI de Vendée. Une demi-journée d'ateliers et de tables rondes pour partager les expériences vécues par les chefs d'entreprise du département. Le maître mot de la Vendée, c'est vraiment la solidarité. L'idée étant effectivement d'unir nos forces et nos esprits dans un événement comme la REF Transition. Donc oui, ça répond à toutes les valeurs vendéennes qui sont celles effectivement de la cohésion du territoire. C'est très important pour nous que les acteurs de l'écosystème puissent se réunir et puis de proposer aussi un moment au travers de ce salon de l'entrepreneur qui soit un moment d'échange libre avec les institutionnels également, puisqu'ils se sont prêtés au jeu et sont venus et ont répondu à notre invitation avec grand plaisir. Et l'idée, c'est vraiment de leur apporter un maximum de réponses pour ceux qui ont besoin de bâtir, les dirigeants qui ont besoin de bâtir leur stratégie et les ambitions qui sont celles de leurs entreprises pour eux, ainsi que bien évidemment pour leurs équipes. Au même moment, au Sables d'Olonne, le Centre des Congrès des Atlantes recevait lui le colloque régional du psychotraumatisme, un rassemblement de psychologues, de pédopsychiatres pour partager leurs recherches sur l'enfant et l'adolescent avec l'ensemble des professionnels de la région qui travaillent avec des mineurs. Cyberharcèlement, mineurs non accompagnés ou encore protection de l'enfance ont été évoqués. L'idée, c'est de pouvoir répondre à une demande des professionnels du territoire et de pouvoir leur apporter une formation et des outils concrets qu'ils pourront mettre en place facilement dans leur pratique. On donne des clés en présentation, en présentant des outils concrets comme on vient de le faire là, qui peuvent être facilement
mis en place ensuite par les professionnels. Rien que sur, par exemple, le positionnement de comment je m'assois, comment je m'adresse à un enfant. Direction Luçon à présent, où s'est tenu il y a quelques jours un balai de camions de pompiers au pied de la cathédrale. Pas d'accident à déplorer, mais l'organisation d'un exercice grandeur nature entre plusieurs casernes pour tester le nouveau plan de sauvegarde des biens culturels. En d'autres termes, c'était l'heure de vérité pour tous les acteurs publics. En cas d'incendie ou d'accident majeur, les œuvres d'art présentes dans la cathédrale pourront-elles être sauvées? Cyril Guillet. Un peu après 19h30, une quarantaine de sapeurs-pompiers et une dizaine de véhicules investissent les abords de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption pour un exercice intercentre grandeur nature. C'est un scénario assez typique dans ce genre de monument où on a un départ de feu dans les combles qui est détecté par le système de sécurité incendie de la cathédrale, qui donne lieu en toute logique à une levée de doute de l'exploitant pour s'assurer et confirmer l'incendie, alerter les secours. Et ensuite, notre objectif, c'est d'accéder le plus rapidement au départ de feu pour qu'il ne se propage pas. L'objectif premier de cet exercice, c'est de mettre en œuvre et de tester le plan de sauvegarde des biens culturels tout récemment élaboré. L'aboutissement d'un travail conjoint entre l'État, le SDIS de la Vendée, la DRAC des Pays de la Loire, la gendarmerie, la paroisse et la mairie de Luçon. Ça a fait l'objet d'un plan précis où chaque œuvre a été répertoriée, identifiés, localisés et des choix ont été faits sur soit la protection de l'œuvre pour qu'elle puisse rester et résister à l'incendie ou à l'eau qui va couler du fait de l'intervention des pompiers, ou certaines œuvres vont être aussi sorties et mises en sécurité. À l'intérieur de cette cathédrale, une vingtaine d'œuvres font l'objet de toutes les attentions. Des sculptures, des peintures, mais aussi des éléments de décor monumentaux. Ce plan de sauvegarde des biens culturels détermine une véritable hiérarchie qui indique quelle œuvre doit être sauvée en priorité. Par exemple, celle qui nous pose question actuellement pendant cet exercice, c'est la chaire de Pierre Nivelle, qui est un très bel objet qu'il faut déplacer, qui est relativement fragile et qu'il faut manipuler dans un contexte dégradé. Donc il s'agit de trouver les bonnes solutions pour pouvoir l'évacuer. Pour certaines d'entre elles, on ne peut pas les déplacer, on ne peut pas les protéger non plus, parce qu'il y a du baldaquin, des retables. Et donc ce qui peut être fait aussi, c'est un point d'alerte dans ce document pour inciter les pompiers le plus possible à essayer d'éviter d'envoyer de l'eau sur ces éléments-là. Évidemment, en fonction des contraintes qu'ils auront face à eux. Si cet exercice a permis d'ajuster certains points, le bilan reste largement positif. Des ajustements qui seront appliqués entre autres sur les plans de sauvegarde des biens culturels des 5 cathédrales implantées dans la région. Et puis c'est un des rendez-vous traditionnels de fin d'année. La Société des écrivains de Vendée vient de décerner ses prix. 2 auteurs locaux ont été distingués parmi 6 ouvrages nominés cette année. Philippe Gilbert reçoit le prix des écrivains de Vendée pour Le monde change après aux éditions du Raton Laveur. Un récit de voyage d'un couple vendéen à travers la cime musulmane. Et le prix de la Société des écrivains de Vendée, Crédit Mutuel Océan, a distingué Paul de Rugy pour son roman « Je t'attends à Timaduck » aux éditions Vendée Lettres. C'est un récit de voyage, d'un voyage que j'ai véritablement fait avec ma copine de Mouillon-en-Parais, qui était, elle, plutôt une catho de gauche, et notre communauté hippie, puisqu'il y avait encore des hippies sur cette route à l'époque, c'était nous deux. Et c'est à nous deux, c'est une histoire d'amour qui commence. On dit souvent que la peau d'une femme, c'est la route des Indes. Et bien là, j'étais avec une femme sur la route des Indes. Ça a duré 1 an, en autostop. Et c'était des notes que j'écrivais dans mes carnets de bord. J'avais 22 ans, j'écrivais comme un cochon, mais je gardais les sensations et j'ai mis le nez dedans 40 ans plus tard pour faire ce livre qui doit être mon 12 ou 13e. C'est une histoire d'amour sur les amitiés anciennes, sur les amours de jeunesse. Et donc ça se passe dans le temps, dans l'espace. Il y a des allers-retours avec la Deuxième Guerre mondiale, des voyages sur l'île de Gorée, il y a à Marrakech également. Donc voilà, c'est dans le temps et dans l'espace. Oui, un voyage dans le temps et dans l'espace à la recherche d'amour de jeunesse et d'amitié ancienne.
Et la météo des prochaines heures pour compléter ce flash, je vous propose un ciel de traîne pour au moins ce lundi matin. Nous allons nous remettre des averses qui ont été plutôt intenses en fin de nuit. Un ciel de traîne, c'est-à-dire une alternance d'éclaircies et de pluie qui sont encore possibles. Il ne faut pas croire que nous allons y échapper. Des températures en revanche clémentes, très clémentes pour un 2 décembre. Nous allons avoir au-dessus de 10 degrés pour tout le monde. Et cet après-midi, ce sera pareil, entre 12 et 13 degrés pour l'ensemble de la Vendée. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de cette matinale et de commencer avec notre journal des sports. Et oui, que s'est-il passé au cours des 2 derniers jours en Vendée sur les terrains sportifs ? Eh bien, la réponse, c'est avec Alexandre Lenaour et les journalistes sportifs de TV Vendée. Salut les sportifs, c'est l'heure de votre journal des sports du lundi 2 décembre 2024. Au programme, le 8e tour de la Coupe de France, les Tigresses rugissent face à Chartres. Un duel très disputé en N1 pour les Sables d'Olonne. En tennis de table, La Ferrière a le sourire et puis des images enfin d'une discipline que vous n'avez peut-être encore jamais vue. Le grand rendez-vous du week-end était sans conteste le 8e tour de la Coupe de France. Toujours en lice, La Roche-ESO recevait le RC Saint-Joseph, formation venue de l'île de la Martinique et qui évolue en Régional 1. Dans un épais brouillard et un terrain Henri Desgranges bien abîmé, les Vendéens en maillot blanc n'ont pas su trouver la faille face à une équipe pourtant inférieure sur le papier. Samedi soir, les Martiniquais avaient ce petit quelque chose en plus qui fait parfois toute la différence en Coupe de France. Défaite 3-1 et fin de parcours pour les hommes de Jérôme Reynaud. Tout était précipité, tout était pas dans la justesse. Il manquait trop de choses ce soir pour espérer passer ce tour-là. Donc, et Saint-Joseph a été efficace. Voilà. Ils ont joué un vrai match de coupe ce soir. Peut-être que nous, on n'a pas su le faire. Alors, on a essayé, mais il y avait trop de précipitation ce soir et trop de manque technique et de justesse. Dans les autres résultats vendéens, fin de parcours pour les Herbiers, battus 2-0 par les Girondins de Bordeaux. Seule la Roche VF sera au rendez-vous des 32e de finale après sa qualification au tir au but face à Orléans. Après un début de saison passé dans le brouillard, le RVBC a peut-être entrevu ce week-end un début d'éclaircie en championnat. Pour la 8e journée de Wonder League, les Tigresses sont allées s'imposer au forceps face à Chartres. Une victoire 74-72 face aux promus et autres mal classés. Avec ce succès glané samedi soir, les joueuses de Manu Body quittent la place de lanterne rouge du championnat et devront confirmer l'embellie dès le week-end prochain avec la réception de Tarbes. À domicile, il y avait également du basket à suivre en Vendée ce week-end. Vendredi soir, pour le premier match de la phase retour de National 1 masculine, les Sables d'Olonne affrontaient Lorient. 2 équipes en forme et qui ont livré une très grosse bataille sur le parquet de la salle Beau Séjour. Un coup d'à coude longtemps indécis qui aura finalement souri aux Bretons. Après 2 victoires de rang, les Sablés s'inclinent 69-72 face à la formation morbihanaise. J'ai absolument rien à reprocher à mes joueurs. Ils ont été dans le combat. Immense respect pour ce qu'ils ont fait ce soir, mais je comprends pas, notamment toute la deuxième mi-temps, comment elle a été sifflée. Et voilà, il y a encore 15 lancers francs d'écart ce soir et sur un match qui se joue comme ça à une possession, c'est frustrant. En tennis de table, samedi soir, l'équipe de La Ferrière affrontait Angoulême au complexe sportif. Emmenée par Axel Bossis, 15 ans, et Noah Marceau, 16 ans, qui faisait sa grande première en National 2, la jeune garde de La Ferrière avait à cœur de briller face à une formation plus en difficulté en championnat. C'est chose faite pour l'équipe vendéenne qui était pourtant privée de son entraîneur-joueur Mathieu Perdriau. Un succès dessiné dès les premiers simples, mais qu'il aura fallu aller décrocher dans 2 ultimes matchs à l'issue des doubles. Les Ferriérois s'imposent 8-3 et disputeront leur dernier match de la première phase de championnat dans 15 jours. Si on gagne le dernier match, on va terminer 2e de la poule. Malheureusement, il n'y a que le premier qui monte. Donc on va croiser les doigts pour le tirage au sort en 2e phase, avoir une poule un peu plus simple que cette année et espérer la montée en N1 en 2e phase. Et puis enfin, peut-être les avez-vous aperçus ce dimanche à la Plaine des Sports de Fontenay-le-Comte, des disques, des corbeilles métalliques, le tout en plein air. C'est le décor du disque golf. Né dans les années 1970 aux États-Unis, ce sport reprend les codes du golf, mais avec un équipement quelque peu différent. Sur un parcours défini, l'objectif est de propulser un disque à la force du bras dans un panier, et ce en un minimum de lancers. Hier, ils étaient ainsi 40 à participer à la Coupe des Pays de la Loire. Les meilleurs d'entre eux ont d'ailleurs décroché leur ticket pour les prochains championnats de France. Voilà, vous savez tout presque de l'actualité sportive du week-end, et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, rendez-vous dès ce soir à 18h45 pour 85 chrono. Et d'ici là, vous allez pouvoir retrouver ce journal des sports en replay sur tvvendée.fr si vous voulez prendre un petit peu d'avance sur l'édition de ce soir de 85 chrono.
On va s'intéresser, nous, maintenant, au Vendée Globe. Et je vous propose en ce lundi matin de prendre des nouvelles de la flotte. Tout le monde commence à contourner la ZEA, la zone d'exclusion antarctique. C'est le moment où on commence un petit peu les cours de géo. Un tiers de la flotte a passé le cap de Bonne-Espérance, qui est au sud de la pointe de l'Afrique. La suite est en approche de ce cap de Bonne-Espérance. Et hier, un temps fort à bord de plusieurs IMOCA, d'ailleurs comme un petit peu partout en France notamment, ouverture de la première case du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui c'est 1er décembre, du coup, petit calendrier de l'Avent. Découvrir ce que réserve chaque journée, anticiper les réjouissances à venir, c'est le quotidien des marins et pas seulement en décembre. J'attends les cadeaux. Les voilà gâtés, la météo leur promet un gros cadeau d'ici mercredi. Oh. Bon, voilà un petit peu ce qui m'inquiète ce matin, ce qui doit tous nous inquiéter un peu, j'imagine. Cette petite dep là qui s'est creusée très vite, se gâte un peu. L'idée c'est pas forcément d'être rapide, mais de pas casser, pas se faire piéger par quelque chose d'un peu hargneux quand même. Le vent forci, molly et ça tourne un peu dans tous les sens. Donc voilà, on essaie de progresser là-dedans et puis de réfléchir à la trajectoire à prendre. Johan Richaume, toujours leader de peu devant Charlie Dalin, a manifestement choisi d'éviter cette dépression par le nord. J'espère avoir toutes ces îles du sud et je crois que c'est raté. Il va falloir revenir une autre fois. Et ben moi je vais en panner. Wouhou! Les concurrents qui approchent de Bonne-Espérance anticipent aussi les plaisirs du Sud en réorganisant le poids dans le bateau. Je vais vous montrer, je me suis noté la petite job list des choses que je veux faire encore avant que le vent rentre pour être sûr que tout se passe bien. Reculer le masthead, ça je l'ai fait. Sur le pont, c'est pas une lance à faire. Anticiper, oui, mais ne pas oublier de savourer le moment présent. Ça laisse quand même le temps d'admirer quelques beaux albatros. Et sur ces quelques images d'Albatros, je vous propose le classement quand même, mis à jour ce matin. Au dernier pointage à 7h, Charlie Dalin était en tête, suivi de Sébastien Simon, de Johan Richaume et de Thomas Ruyant. Et nous retrouverons évidemment le journal du Vendée Globe sur TV Vendée en fin de journée. Passons à l'extrait du jour. C'est un extrait des Passionnés avec Grégoire de Châtillon qui est allé à la rencontre de Robert Rocheteau. Ah, décidément, j'y arrive pas ce matin. C'est un nom que nous sommes peut-être peu à connaître, Robert Rocheteau. En revanche, si je vous parle de Jean Robert, là, ça vous parle forcément. Qui es-tu, Robert? Alors, Robert Rocheteau, je suis né à Esnay, à quelques kilomètres de Beaulieu, le 19 juillet 1954. Robert, c'est mon vrai prénom. Et un jour, un journaliste écrit sur une manifestation vendéenne, les fêtes de la Limousinière, je pense que ça doit te rappeler quelque chose, les fêtes de Jacques Couturier, me dit oui mais Rocheteau, c'est le footballeur, c'est pas le footballeur. Alors je ne suis pas de la famille du footballeur, j'adore le foot, je regarde, et donc il me dit ça pourrait être sympa d'avoir un nom de scène. J'ai dit oui, un nom de scène, ça s'invente pas comme ça, et je lui parle un petit peu de ma vie familiale. Mon défunt beau-père de mon premier mariage s'appelait Jean et avait collaboré un petit peu dans le spectacle du côté de Tours, et mon papa s'appelait Robert. Il me dit Jean Robert, c'est super ça. Et dans l'article de presse qu'il annonce, là nous sommes aux fêtes de la Limousinière, le week-end prochain, l'animateur vendéen Jean Robert sera aux fêtes de Aubigny, le festival des records. Et c'est resté. C'était en 1985, ce qui veut dire que depuis un certain nombre d'années, je parcours les routes de Vendée et de France avec mon micro, c'est ma passion. Voilà, alors tout le monde te connaît sous le nom de Jean Robert. Jean Robert, c'est devenu ma marque de fabrique, entre guillemets, parce que ce qui est très drôle, c'est que même mes neveux, même des gens de ma famille m'appellent Jean Robert. Comment ça va, Jean Robert? Alors que ils savent que... Et alors, ceux qui m'appellent parfois Robert, c'est des gens qui me connaissent quand j'étais gamin, les amis de mes parents et tout ça, le petit Robert, parce qu'il y avait mon père, c'était Robert, et moi j'étais le petit Robert.
Jean-Robert, nous sommes ici à Beaulieu-sous-la-Roche, là où tu habites depuis au moins une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, oui. Notre grand garçon a 20 ans, oui, 23 ans, à Beaulieu. Et vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de ce numéro des passionnés tout au long de la journée sur TV Vendée ainsi que sur tvvendée.fr. Découvrons maintenant ensemble le jeu de la matinale de cette semaine. Avec une question sport. Quelle est la capitale vendéenne des sports mécaniques? Vous avez jusqu'à vendredi midi pour me donner votre réponse, partager votre avis. Indice de ce lundi, le promeneur y trouvera donc dans cette commune que nous cherchons abbaye, château et barrage. À la clé, ce sont les tissus du renard qui sont notre partenaire de la semaine. Une carte cadeau d'une valeur de 50 € sera remise à notre gagnant après tirage au sort. Tirage au sort réalisé vendredi après-midi. Quelle est la capitale vendéenne des sports mécaniques? Et votre réponse, c'est sur tvvendée.fr. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été avec nous pour entamer cette semaine. On se retrouve demain, même lieu, même heure. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.